Voilà. Donc, j'enregistre. Tout ce que je dis sera donc disponible à tout jamais. Alors, c'est un cours en 4 grands chapitres. Le syllabus comporte une 120 pages, je crois, oui, 122 pages. Et on va aborder, après avoir abordé l'intro et la motivation, on va aborder 3 matières principales qui sont la probabilité, enfin le calcul de probabilité, les variables aléatoires et la modélisation. Le cours va devenir compliqué assez vite. Accrochez-vous, si vous avez des questions, vous interrompez, vous levez la main et on interagit. Donc essayez de vous accrocher et de toujours essayer de comprendre et ne pas rentrer dans un mode passif où vous dites « oh, je comprendrai plus tard ». Donc ce cours, c'est un cours d'initiation à la modélisation mathématique. Et la modélisation mathématique, ça consiste... Donc, quand vous serez chez vous, vous ne me verrez pas, les gens ici, et vous verrez ces petites boules rouges qui soulignent là où je suis dans le texte. Et donc, je lirai et je commenterai le texte. Donc, la modélisation mathématique consiste en la description d'un phénomène expérimental au travers d'outils mathématiques. Cette phrase ne dit pas grand-chose. Les modèles qui contiennent une part aléatoire sont souvent appelés des modèles stochastiques, et les modèles qui ne contiennent pas d'aléatoire sont appelés des modèles déterministes. Vous verrez souvent le mot stochastique dans la suite de votre parcours. C'est juste un mot chic pour dire qu'il y a de l'aléa dans le modèle. Vous n'aurez pas souvent les outils pour comprendre des modèles. En fait, il n'y a pas beaucoup de modèles stochastiques que vous pourrez comprendre dans la suite de votre parcours. Ça demande des maths relativement évoluées, donc c'est... Enfin voilà. Il ne sert à rien de se demander si un modèle est vrai ou correct. Tous les modèles sont faux, tous, mais certains sont utiles. Quel que soit le modèle, c'est clair que c'est une archi-simplification de la réalité, mais cette archi-simplification, parfois, elle peut apporter des réponses utiles. Comme vous le voyez pour l'instant, on est en pleine crise, et un des gros soucis, c'est la compréhension de la dynamique de cette crise. Un modèle mathématique ne sera jamais rien d'autre qu'une description d'un reflet de la réalité. Sa pertinence est à jauger à l'aune de son utilité. J'avais bu 3 bières en écrivant cette phrase. Quelques exemples de situations où on a besoin d'un modèle mathématique, où soit on en a besoin, soit on en a un qui est disponible. Par exemple, c'est pour les résultats aux examens d'une cohorte d'étudiants. On sait à peu près à quoi s'attendre. Il y a des bonnes années, il y a des moins bonnes années. L'année passée est une année intéressante parce que c'est une année différente des autres. Chaque année, il y a un même taux de réussite qu'on peut comprendre. L'année passée, il y avait plus de réussite que d'habitude. Est-ce que ça veut dire que les gens ont triché, ou est-ce que ça veut dire que les examens étaient plus simples, ou quoi? On ne sait pas, mais on peut constater que le modèle de l'année passée est différent du modèle des années précédentes. Pour l'évolution de la taille d'une tumeur cancéreuse, on verra à toute fin du cours qu'il existe des équations qui permettent de prédire l'évolution de la taille d'une tumeur cancéreuse. Vous avez une fonction, et cette fonction, vous entrez certains paramètres de votre patient, et ça vous sort une prédiction qui est évidemment fausse, mais qui vous donne une idée, qui vous donne une sorte de timeline sur la vitesse de propagation de la tumeur. Ce modèle a été développé en interaction entre des matheux et des chercheurs en sciences médicales. Un modèle mathématique très connu que vous verrez sûrement souvent, c'est le modèle qui permet de prédire la décomposition d'une particule radioactive. Ça se passe à un temps aléatoire, mais on connaît très bien l'aléa associé à cette décomposition. Et donc on sait en moyenne toutes les combien d'unités de temps ça se passe, et on sait prédire les erreurs de mesure dans ces décompositions. Évidemment, est-ce qu'on peut prédire le nombre d'infectés dans une population? Question que je n'aborderai pas dans ce cours-ci parce que c'est beaucoup trop politique. Et je n'ai aucun courage, donc je ne vais pas du tout rentrer là-dedans. Un autre modèle dans lequel ça on est baigné tous les jours, c'est le modèle qui prédit la consommation électrique des ménages dans une grande ville. Par exemple ici, dans ce slide 2 ici, vous voyez un graphe, ce machin-là, qui reprend quoi? Qui reprend les demandes électriques dans une partie d'Angleterre entre le 5 juin 2000 et le 27 août 2000. Et vous voyez que c'est toujours à peu près la même forme. Toujours. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une série chronologique. C'est une série de données qui avance dans le temps. Et on a des modèles extrêmement efficaces pour
modéliser ce truc-là, et une fois qu'on a réussi à le modéliser, prédire les comportements qui vont arriver. Donc le gestionnaire du réseau électrique sait dire, bah, là, à cette heure-là, je dois renforcer, à cette heure-là, je peux faire mes entretiens, à cette heure-ci, il faut faire ceci ou cela. Ces courbes-là, vous les connaissez très très bien, c'est les courbes qui modélisent. Ceci n'est pas un modèle, ce sont des statistiques descriptives. Donc, ici, vous voyez le nombre de morts qu'il y a eu en Belgique entre la semaine 11 et la semaine 27. Et donc, à partir de ces données-là, est-ce qu'on peut se créer un modèle mathématique qui permettra de prédire les morts dans les semaines à venir? Enfin, voilà. Tout problème de modélisation mathématique peut se schématiser de la façon suivante. On part d'une situation réelle. Moi, je suis le matheux, je ne m'occupe pas de la situation réelle. J'avais un biochimiste dans mon bureau hier qui m'a expliqué pendant une bonne heure et demie un mécanisme auquel il s'intéresse. C'est un truc génétique où il fait du... Oh, il y avait plein de vocabulaire. Il fait un truc avec des pipettes, et puis il a des PP, des NP, des NN, et il voulait s'assurer qu'il n'y avait pas de faux diagnostics sur base de... Oh, je suis nul. De réplication de... quelque chose sur 100 total. Vous voyez, j'ai bien écouté. Enfin, c'est un truc sur 100 total. Enfin, j'ai rien compris. Et donc il m'a parlé pendant une heure et demie de ce truc-là, et j'étais poli. Donc je faisais Et il avait besoin de m'en parler parce qu'il avait besoin de m'expliquer. Lui, il avait un problème de maths qu'il n'arrivait pas à résoudre. Je comprends rien à ce qu'il fait. Mais après, en m'expliquant, j'ai réussi à comprendre la partie mathématique et de dire, mais en fait, ce que tu cherches à faire mathématiquement... non, pardon. Il m'explique, et lui, il a un modèle, il a son modèle dans le vrai monde. Mais dans ce vrai monde, il a une question qui l'intéresse, c'est quelle est la probabilité que je fasse une erreur de prédiction sur base du fait que dans mon sang total, il y a des choses. Si j'y pense, je vous montrerai les papiers. Non, je ne peux pas, c'est privé, mais... C'est des trucs. Donc moi, j'ai fait, après une heure, j'ai fait, donc ce que tu cherches à faire, c'est ça, et puis c'est ça, et donc en fait, pour moi, je traduis ça dans un modèle mathématique, ou dans son cas à lui, c'est plutôt simple, c'est un modèle hypergéométrique, que vous ne connaissez pas, mais c'est un modèle hypergéométrique, où il suffit d'estimer certains paramètres, et donc le modèle mathématique, il existe déjà, il ne faut pas le développer, je le connais. Et donc là, le travail mathématique qu'il m'a demandé, moi, ça me prend littéralement 10 minutes. Il me pose sa question, je rentre ça dans le modèle mathématique que je connais, et je lui obtiens un résultat. Je lui dis, ta probabilité, c'est cette formule-ci. Je lui donne la formule. Et lui, il est content de cette formule. Il me dit, ah merci, c'est chouette. Il retourne avec son machin compliqué, ses pipettes, ses grosses machines et ses collègues, et ils vont comparer maintenant le résultat que je lui ai donné, que je sais qu'il est mathématiquement correct, mais qu'il est peut-être quand même faux pour lui, parce que peut-être que moi, j'ai mal compris sa question, et que lui, il a mal expliqué sa question. Et donc lui, il va confronter sa réponse avec ce que ça signifie dans la vraie vie, donc sur son expérience en sang total, machin, il va la valider, et si ça valide bien, on est content, c'est fini. Si ça valide pas bien, il revient vers moi, soit il ajuste son modèle, soit il revient vers moi et on refait les maths, et ça interagit. Et ce sera aussi, je suppose, ce qui attendra une certaine partie d'entre vous, c'est vous n'aurez jamais les maths pour faire des problèmes compliqués. C'est pas le but. Mais l'idée, c'est que vous soyez des scientifiques suffisamment bien formés pour être capables de poser des questions à des experts qui vont pouvoir vous aider à mathématiser votre question et vous apporter une réponse qui ensuite sera utile dans vos recherches. La beauté ou l'efficacité du résultat va dépendre de la qualité de l'échange entre le mathématicien. C'est d'ailleurs dans ce cas-ci, mon expérience d'hier, c'était moi. Et moi, je fais quoi? Je simplifie le problème à l'extrême pour en extraire des concepts généraux, donc un modèle. Et l'expérimentateur qui, lui, obtient les données, comprend le mécanisme, comprend ce qu'il fait. Moi, je ne comprends rien. Moi, je pourrais lui répondre quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'il cherche à faire. Donc, c'est lui, ce sera vous, qui êtes responsable de la qualité du produit final, de l'interprétation qu'on en fait. Le schéma ici dessus, c'est bien une boucle, c'est-à-dire que ça travaille en mode circulaire, c'est-à-dire que le mathématicien développe des modèles. Parfois, le modèle mathématique n'existe pas pour une situation. En génétique, pour l'instant, la génétique est en train de poser des questions merveilleuses à des mathématiciens, et les mathématiciens sont en train de développer de nouvelles maths pour répondre aux problèmes de génétique. Donc parfois, on doit développer de nouvelles maths, ça fait beaucoup plus de travail ici. Parfois, le modèle existe déjà. Pour l'instant, pour vous, à peu près toutes les questions que vous pourriez vous poser vont vous amener à un modèle mathématique qui existe déjà. Et alors, on obtient la réponse, et puis on donne cette réponse, on interprète la réponse, et on valide, et on tourne. Ça va? Alors, quelques remarques.
Je ne parle pas de statistiques descriptives. Ça, vous savez tous faire, tout le monde sait faire. Quand on regarde du foot, quand on regarde du tennis, il y a des statistiques descriptives. Les moyennes, les variances, les quartiles, les percentiles pour ceux qui ont fait des trucs plus évolués. Voilà, ça, on reçoit des données, on a des données numériques, on calcule des choses, on calcule des moyennes, des variances, et on obtient des choses qui s'interprètent. La moyenne nous donne une indication de... si je vous disais, voilà fait, si je vous ai dit l'année passée la moyenne était de 12 sur 20, vous avez une interprétation directe que, tiens, la plupart des gens ont réussi. Pourquoi ? Parce que la moyenne vous indique quelque chose sur le jeu de données. Elle vous indique quelque chose sur le modèle. Le modèle, dans ce cas-ci, c'est moi. C'est ma façon d'interroger. Les statistiques descriptives, c'est pas exactement de la modélisation mathématique. Disons que c'est un modèle simple qui interprète les données de façon simple. Moi, je vous parle de modèle mathématique qui contient quelque chose de beaucoup plus profond, qui contient une description inhérente au mécanisme étudié. Si vous êtes intéressé et si vous vous ennuyez, vous pouvez utiliser n'importe quel navigateur internet pour aller voir ici. Si vous cliquez sur ce lien-là, il y a une liste très très longue liste de différents cas où il y a de différents exemples de modèles mathématiques utiles. Je ne vais pas les passer en revue. Allez voir, vous verrez que en fait, toutes les situations dans lesquelles vous pouvez imaginer qu'il existe une utilité pour les maths, ces situations ont déjà été pour la plupart gérées par des mathématiciens, et donc il y a des modèles qui existent, et vous allez chercher le modèle qui vous intéresse. Alors, dans l'idéal, on aimerait obtenir une fonction qui transforme les données en interprétation. Par exemple, pour l'instant, on aimerait bien qu'il existe une fonction f magique qui prend la situation actuelle, qui prend le nombre d'infectés, qui prend ce qu'on sait sur la propagation du virus, et qui transforme ça en décision politique, claire, cohérente, fiable et juste. En général, c'est pas clair. On n'a pas accès à une fonction pareille, même mathématiquement. Il n'existe pas de fonction qui soit disponible pour interpréter la situation. Ça peut paraître un peu philosophique ce que je raconte, mais en pratique, même c'est vrai, c'est qu'il y a pas beaucoup de situations que vous commencez à comprendre, que vous connaissez aussi de vos cours de physique. Beaucoup de situations dans lesquelles on n'a pas accès à la fonction qui décrit le mouvement, on a accès à une équation dont la solution décrit le mouvement. C'est souvent comme ça que les matheux n'arrivent pas à vous donner une fonction qui répondra à votre question, mais ils vous donneront une équation qui permet de décrire le comportement de la fonction qui décrit votre expérience. Ceci nous amène à des notions que vous connaissez peut-être, d'équations différentielles. Vous avez déjà vu des équations différentielles ? Non. Certains oui, certains non, c'est pas grave. On en fera quelques-unes, mais les plus simples. Après, ça devient plus compliqué. Équations de dérivées partielles, modèle Black and Scholes en finance, ce genre de choses. Équations différentielles stochastiques, etc. Donc, les matheux développent des modèles qui donnent des équations, et dans ces équations est contenue la réponse à des questions. Et alors, pour répondre à vos questions, le boulot du matheux, c'est de craquer les équations pour obtenir des données numériques. Le boulot de vous, c'est de poser les bonnes questions aux matheux pour qu'ils vous donnent les bonnes équations. Vous ne le savez pas encore, parce que vous n'avez encore jamais fait de statistiques mathématiques, mais les statistiques modernes, l'ensemble de toutes les statistiques qu'on fait dans le monde entier, tous les calculs, la loi normale, machin, ça a été développé par des matheux, certes, mais le premier à avoir fait des vraies statistiques mathématiques, c'est un biologiste. Un certain Fischer, qui était biologiste, mais qui était probablement aussi un génie sur le côté, ça aide. Et donc, il a développé les stats dont il avait besoin pour répondre à ces questions de biologie. Une fois le modèle établi, il faudra utiliser les données pour en affiner les paramètres. C'est là le rôle des statistiques. C'est ça que vous ferez toute votre carrière. C'est des stats. Vous allez en manger tous les ans jusqu'à plus soif, quoi. Alors, ça va les gens sur Teams ? Voici un exemple de question à laquelle vous saurez répondre d'ici la fin de mon cours. Donc moi, je trouve mes questions d'examen principalement sur Internet. Je cherche un modèle qui existe, mais il faut en trouver un qui soit adapté à vos compétences, qui, même à la fin de mon cours, seront fort limités. C'est comme ça, c'est la vie. C'est pas grave. Donc voici un exemple de question qui est tout à fait réaliste, vraiment. Donc je vous le lis. C'est un modèle déterministe. Un corps humain se trouve en règle générale à une température de 37,2 degrés. Après la mort, la température corporelle diminue progressivement jusqu'à atteindre la température ambiante.
Et il se trouve qu'il existe une loi du refroidissement de Newton qui décrit... Donc vous savez que votre... Ah oui, je peux pas écrire au tableau. Donc vous savez que votre courbe de température, elle évolue dans le temps. Je vais faire plus longtemps. Voilà. Votre courbe de température... Oh punaise. Je recommence. Votre courbe de température, virgule, elle évolue dans le temps. T, E, M, P, S. Oh, je suis nul. Donc, j'arrête. Température, temps, vous savez qu'elle démarre à 37... Ah. Et vous vous moquez, c'est pas gentil. Elle démarre à 37,2 et puis elle diminue progressivement jusqu'à atteindre la température ambiante. C'est une courbe, c'est une fonction. Évidemment, si on observe, si on pouvait avoir accès à cette fonction, on pourrait prédire la vitesse de refroidissement, et ça peut évidemment être utile pour décrire pour décrire la vitesse de refroidissement. Je donne un exemple dans quelques secondes. Cette fonction-là, ça, c'est une fonction comme ce que vous avez vu à l'école. C'est une certaine f de t qui vaut, vous connaissez, cosinus, sinus, exponentielle, c'est à peu près tout, je crois, tangente. Il a été démontré empiriquement qu'on pouvait décrire toutes ces courbes de température à l'aide d'une équation différentielle qui est ici. Et donc ça, c'est quoi? Ça, c'est une équation qui s'appelle équation différentielle. On fera ça ensemble au cours, et vous allez voir, c'est extrêmement simple. Ce que je vais vous montrer est extrêmement simple. Et donc l'idée, c'est que la courbe T de T, grand T de petit t de la température, donc celle-là, cette courbe-là, je vais peut-être la nommer T de T, c'est plus malin. Cette courbe, elle a la propriété que sa dérivée, T', sa dérivée, est proportionnelle à la différence entre la température à l'instant T et la température extérieure. Il a été démontré empiriquement qu'une bonne façon de résumer cette courbe de température, c'est de dire que sa dérivée, vous savez ce que c'est la dérivée, sa dérivée est directement proportionnelle à la différence entre la température du corps et la température extérieure. Ceci est une équation, parce que c'est une équation, il y a un égal, c'est une équation différentielle, parce que c'est une équation dont la solution n'est pas un nombre, la solution est une fonction. Et la description de l'équation fait qu'on a une description de la dérivée en termes de la fonction elle-même. Vous verrez, ce n'est pas dur du tout. Pardon, je vais peut-être continuer quand même à lire. Où gamma est une constante. Gamma est une constante, ça veut dire quoi? Ça, c'est juste dire... C'est une autre façon de dire que T' est proportionnel à T moins T, et T extérieur est la température extérieure ambiante. Cette équation, je vous assure qu'elle est facile à résoudre. Ce qu'on fait, c'est qu'on divise, on intègre et on résout. Ça prend 10 secondes, et si vous utilisez Wolfram Alpha, ça prend 0 secondes. Vous écrivez l'équation dans Wolfram, vous poussez Enter et vous avez votre solution. Avec cette solution, on peut estimer de façon raisonnable, par exemple, l'heure d'un crime à partir de données mesurées sur la scène. Et c'est ça que je vous racontais dans mes questions d'examen, il y a souvent des petites histoires. J'aime bien, je pense que j'ai raté ma carrière. Ici, ma petite histoire, donc ça c'est un copy-paste de l'examen de janvier passé. Pas grand monde, on trouvait ça rigolo. Donc je vous le lis. Si une victime d'homicide est découverte à 2h du matin le 3 janvier 2018 sur la grande place de l'Âne par un passant promenant son berger australien nain nommé Lucky. Vous riez maintenant, mais en janvier, vous n'allez pas rire en lisant ma question, vous allez juste dire « mais quel connard !» Ah, il y a une question ici dans le chat qui est bonne, merci. Est-ce qu'on utilise alpha ou gamma pour signifier la proportionnalité? Je sais, parce que j'ai un enfant qui démarre le secondaire, que vous êtes tous sortis traumatisés d'utiliser la mauvaise notation. Je m'en fous, complètement. Ça n'a aucune importance. Tant que vous ne vous y perdez pas, je ne regarderai pas. Sachez que dans la correction de votre examen, c'est moi qui corrigerai tous vos examens, je passerai, si c'est juste, je passerai moins de 10 secondes à regarder. Donc écrivez clairement, utilisez une notation que vous voulez, ça m'est complètement égal. On n'est plus dans le secondaire, ce n'est plus important pour moi. Donc gamma ou alpha ou autre chose. La seule chose, c'est qu'il faut utiliser une notation intelligente, parce que si vous utilisez une mauvaise notation, vous allez vous perdre vous-même. Et la contrepartie du fait que je ne consacre pas beaucoup de temps à lire vos résolutions, c'est que si vous faites une erreur, je suis sauvagement, je barre. Donc soyez cohérents entre vous. Soyez cohérents quand vous écrivez.
Alors, le 20 minutes après la découverte du corps, le médecin légiste, j'ai pas osé mettre son prénom, mais j'aurais bien aimé appeler Robert, constate que la température rectale du corps est de 20 degrés. Une demi-heure après, virgule, j'ai oublié une virgule, une demi-heure après, virgule, la température rectale n'est plus que de 15 degrés. La température extérieure sur la grande place de l'âne est de moins 5 degrés, et on la supposera constante pour l'ensemble de la nuit. Ben ça vous donne des données numériques. Vous avez une équation différentielle, ce que j'ai entouré ici, que vous savez résoudre, mais qui dépend de paramètres que vous ne connaissez pas. Vous remplacez ces paramètres à l'aide des données numériques qui sont ici. Vous avez une condition initiale, vous savez que T à l'instant 0, c'est 20 degrés, et vous savez que T après 20 minutes, j'ai rien dit, T à l'instant 0, c'est 37 degrés, pardon. À l'instant 0, la température du corps est de 37, après 20 minutes, la température du corps est de 20 degrés. Vous rentrez tout ça, vous avez un système d'équations, vous résolvez, et vous tombez sur une réponse qui vous donne la valeur de gamma et l'heure du crime. Alors ça vous paraît compliqué? Ben, c'est un peu compliqué. C'est comme ça. Mais c'est ça ce qu'on attend de vous. C'est de... Voilà. La résolution de l'équation n'est pas spécialement intéressante, c'est ce qu'on en fait. Et donc, je vous apprendrai à résoudre ce genre d'équation. Et puis, à obtenir ce genre de réponse. Ici, vous voyez que j'utilise des ln de 4/5 divisé par 30. Ça ne me fait pas peur du tout de vous demander de manipuler des ln ou des cosinus ou ce genre de choses. Ce n'est pas... C'est pas une fin en soi, mais vous devez savoir les manipuler. S'il y a un logarithme qui est nécessaire à utiliser pour résoudre une équation, vous utilisez ce logarithme. Certains d'entre vous ne sont pas du tout à l'aise avec les logarithmes. Il y a une guidance qui sera organisée là-dessus. Moi, je ne referai pas les logarithmes avec vous. Je ne vais pas vous réexpliquer ce que c'est. Ça va? Là, si on prend T0, la date du crime, au bout de 20 minutes, ce ne sera pas le moment où le médecin légiste y trouve le corps. Attends, donc il y a une question ici, c'est... En cours, j'ai mal expliqué. C'est ça que tu me dis, quoi. Oui, tu as raison. Alors, on sait que T à l'instant 0 de la mort, c'est 37 degrés. À l'instant de la mort, pardon, qu'est-ce que je fais, moi? À l'instant de la mort, c'est 37 degrés. Après 20 minutes, la température est de... C'est ça. Donc le corps est découvert à 2h, et à 2h20, on mesure la température, et elle est de 20 degrés. Avec ces informations-là, tu sais retrouver la courbe T de T, et puis après, tu vas chercher à quel instant T de T vaut 37. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, tu vas trouver que T de T, grand T de petit t est égal à 37,2 à l'instant petit t qui vaut moins 50 minutes. Et donc, pouf, tu retombes sur l'heure du crime. C'est plus clair? Un autre exemple de question que vous saurez résoudre aussi assez facilement, en fait, cette question-ci est probablement même plus simple que la précédente. Aussi un modèle que j'ai piqué soit à ma femme, soit sur Internet, qui maintenant est un modèle stochastique, qui parle de choses que je ne comprends pas. Donc la thyroïdite de Hashimoto, ou thyroïdite chronique lymphocytaire, vous savez tous ce que c'est, est une thyroïdite chronique auto-immune particulièrement fréquente, caractérisée notamment par la présence d'anticorps, blablabla. Un examen sanguin. Donc, votre question examen contiendra tout ce texte que je vais chercher sur Internet ou dans une notice de médicament ou quelque chose. Un examen sanguin révélant un taux d'hormone thyroïdienne T4 trop bas et un taux d'hormone thyroïdienne trop élevé suffit généralement pour diagnostiquer la thyroïdite de Hashimoto. J'ai beaucoup d'admiration pour vous. Une hormonologie révélant des taux T4 entre 10 et 22 et TSH entre 0,3 et 3 est considérée comme normale. Donc ça met le cadre de l'histoire. Ensuite, ça c'est pas ma partie, moi je comprends rien ça. Moi ma partie elle commence ici. On peut modéliser de façon raisonnable le taux T4 et le taux TSH à l'aide de quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas, ou certains d'entre vous oui, c'est une loi normale. Vous avez déjà entendu parler de la loi normale ? Voilà, beaucoup d'entre vous font oui. Ceux d'entre vous qui ne l'ont pas vu, vous inquiétez pas, on le fera ensemble assez lentement. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut calculer avec précision la probabilité que le taux soit entre deux valeurs données. Donc on peut calculer la probabilité que le taux soit entre 10 et 22, ou que le taux TSH soit entre 0,3 et 3. Comment est-ce qu'on calcule? C'est une formule, c'est celle-là. Ceux d'entre vous qui ne connaissent pas cette formule, ne vous inquiétez pas.
Il y a des tables, il y a Wolfram Alpha qui le fait très très bien pour vous. Et donc avec ceci, on peut répondre à toutes les questions qu'on peut se poser. Par exemple, on reçoit un patient, on mesure son taux T4 et son taux TSH. Quelle est la probabilité qu'il soit malade? Quelle est la probabilité qu'il ne soit pas malade? Est-ce que les taux sont indépendants ou dépendants? Quel est l'effet d'un traitement? Tout ça, ça peut se calculer dans le cadre du modèle. Donc, une fois que le modèle est donné, on sait répondre à des questions. Ça va? C'est ce genre de choses-là qui va nous intéresser. Dans ce cours, nous allons aborder deux facettes cruciales et accessibles avec des mathématiques que vous avez apprises au secondaire, de la modélisation mathématique, qui sont la porte d'entrée vers un monde de mathématiques, entre guillemets, utile. Nous consacrerons une grande partie du cours à voir ou revoir la théorie des probabilités des variables aléatoires. Nous conclurons le cours en étudiant certaines équations différentielles. Les deux théories nécessiteraient séparément des centaines d'heures de cours pour avoir une compréhension autre que superficielle. C'est pas une blague, je donne le cours de proba pour les matheux. En première année, ils reçoivent 30 heures. Pendant ces 30 heures, on ne fait que le chapitre 1 de votre cours. En deuxième année, ils reçoivent 30 heures, on fait le cours de stats. Et en troisième année, ils reçoivent 30 heures. Donc ils ont 90 heures de cours pour couvrir le chapitre 1 de ce cours-ci. Voilà, comme ça, vous savez, je ne vais pas du tout rentrer dans les détails du tout. Vous ne savez peut-être pas que pour la partie 2 de mon cours sur les équations différentielles, il y a en fait tout un étage de mon bâtiment de gens, donc une vingtaine de personnes qui ne travaillent exclusivement que sur ce genre de choses. Donc il y a une vingtaine de personnes qui travaillent temps plein toute leur vie pour la résolution d'équations différentielles. Nous, évidemment, on ne va voir que le début de toute cette histoire. L'objectif n'est pas de vous faire tout comprendre des maths en 14 heures. L'objectif n'est même pas de vous montrer des modèles réalistes ou des théories applicables dans votre métier. Cela, vous le ferez dans des cours ad hoc. L'objectif de ce cours est de vous conduire à la porte d'entrée de ce monde d'application. Ce sera à vous d'en profiter ou non. Je crois que j'avais encore un peu bu en écrivant cette phrase. Ça va? J'y vais toujours? On démarre. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le mème This escalated quickly. Donc ça va démarrer tout doux et puis à un moment, vous ne comprendrez plus rien. À ce moment-là, vous m'arrêtez. Donc, on commence. On commence avec des choses toutes simples. Sur Teams, ça va? Vous êtes bien? Bien. On commence tout simple. Un ensemble, oui, on commence par là. Un ensemble est une collection d'objets. Un objet appartenant à un ensemble est appelé un élément de cet ensemble. Ça va? On dénote en général un ensemble, soit en énumérant ces éléments, et la notation, c'est qu'on les prend alors entre accolades, par exemple 1, 2, 3, et je pense que certains d'entre vous voient déjà où je veux en venir. 1, 2, 3, c'est la même chose que 3, 2, 1, c'est la même chose que 2, 1, 3, etc. Soit on les énumère, soit on cite une propriété qui définit ces éléments sans ambiguïté. Bien entendu, l'ensemble 1, 2, 3, c'est la même chose que l'ensemble des x qui sont solutions de cette équation-ci. Vous le voyez tous, j'espère. L'ensemble des x qui résolvent x-1 fois x-2 fois x-3, c'est x égale 1, x égale 2 ou x égale 3. D'accord? Les éléments d'un ensemble peuvent être de n'importe quelle nature, des nombres, des points, des droites, des fonctions, des ensembles. Quelques exemples un peu triviaux. Lundi est un élément de l'ensemble des jours de la semaine. Une bibliothèque est un ensemble de livres. Le CDH est un élément de l'ensemble des partis politiques, etc., etc., etc. Les ensembles peuvent englober toutes sortes de concepts différents et pas uniquement des nombres. Alors, en principe, vous connaissez aussi tout ce qu'il y a sur le slide 11. Si on a différents ensembles qui sont des sous-ensembles d'un même ensemble, je prends une notation générique oméga pour dénoter le grand ensemble, et puis les parties, c'est typiquement ABC, lettres majuscules. Si on prend oméga un ensemble et ABC des sous-ensembles, ben qu'est-ce qu'on dit? On dit que A est inclus à B si tout élément de A est également un élément de B. Je ne sais pas si c'est utile, mais je vais quand même faire un dessin. Donc on est au slide 11 sur 122. Donc l'inclusion, on dit que donc j'ai A qui est inclus à B. En dessin, c'est très simple. Hein. Je vais prendre B qui est ici, et je vais prendre A qui est ici. Ici, on a bien A qui est inclus à B. Je crois que je vous fais perdre votre temps là. Je suis désolé. Je vous raconte des choses que vous savez déjà.
Là, on n'a pas A qui est inclus à B. Alors, comment est-ce qu'on vérifie qu'un ensemble est inclus à un autre? On montre que tout X dans A est également... Oui, j'écris très 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 mal. Dans B. Ça va. Comment est-ce qu'on montre qu'un ensemble n'est pas inclus à un autre? Il existe un X dans A tel que X n'appartient pas à B. Donc, par exemple, celui-ci. Ça va? Ça va, hein? Oui, je vais avancer plus vite. L'égalité entre ensembles, deux ensembles sont égaux. Vous pourriez vous dire, oui, c'est évident, mais en fait, mathématiquement, c'est pratique d'avoir une définition. Et deux ensembles sont égaux si à la fois l'un est inclus à l'autre et l'autre est inclus à l'un. Comme ça, il n'y a aucun élément de A qui n'est pas dans B et aucun élément de B qui n'est pas dans A. Et donc, ça ne vous arrivera jamais, mais si jamais vous deviez faire un peu de maths, je viens de tilter qu'il y avait des codes couleurs. Rouge, bleu, jaune, vert. Vous avez vu passer le truc avec les biomanes? Vous connaissez ULB Confession? Allez voir ULB Confession, il y a des trucs assez rigolos. C'est sur Facebook, vous connaissez Facebook? Et voilà, il y avait un truc avec des biomanes, je me suis distrait, pardon. Il y avait un truc avec des biomanes, donc il y avait dedans un prof, je même peut-être ici. Et ceux du chat, si vous arrivez à trouver la photo avec les biomanes dans un auditoire pour les codes couleurs, ça m'intéresse, comme ça je peux montrer aux gens qui sont ici. Bref, je m'égare. Revenons au cours. Donc l'égalité, si jamais vous allez faire des maths, ça peut être pratique de devoir vérifier à la main que deux ensembles sont bien égaux, parce que parfois il y a des définitions qui ne se ressemblent pas du tout. On définit un machin d'une certaine façon, puis on définit d'une autre façon, et parfois, ça ne vous arrivera jamais, mais si vous faisiez des maths, oui, il peut arriver qu'ils ne soient pas clairs qu'ils sont égaux. Alors qu'est-ce qu'on fait? On vérifie et on montre que tout élément de l'un est dans l'autre, et vice-versa. Alors l'intersection, oui. Je crois que je vous fais perdre votre temps, je suis désolé. L'intersection de deux ensembles, c'est A inter B, et c'est l'ensemble de tous les éléments de oméga qui sont à la fois dans A et dans B. J'accélère. L'union, c'est l'ensemble des éléments qui sont soit dans A, soit dans B. S'il y a un souci, vous levez la main, mais sinon j'avance. Vous savez tous faire un petit dessin avec des patates. Le complémentaire, c'est... Moi, je note ça A avec un C. Certains d'entre vous notent ça A avec une barre. Il y a peut-être d'autres notations qui existent. Je ne sais pas. Le complémentaire, c'est l'ensemble des éléments de oméga, donc du grand ensemble, qui ne sont pas dans A. Et finalement, l'intersection complémentaire, je vais peut-être faire des petits dessins quand même. Donc, A inter B, c'est ceci. A union B, c'est ceci. Si ça c'est oméga et ça c'est A, A complémentaire, attendez, je vais mettre ça ici. A complémentaire, ça va être ceci. Et si ça c'est A et ça c'est B, A moins B, donc ça se dit simplement A moins B, c'est tous les éléments de A qui ne sont pas dans B, et donc ça va être ceci. Et peut-être le premier élément un peu compliqué, c'est de voir que A dont on retire B, c'est la même chose que A en intersection avec B complémentaire. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde la dernière chose que j'ai écrite. A dont on retire B, on prend A et on intersecte avec tout ce qui n'est pas dans B. Oui? C'est quoi la différence entre A complémentaire et A bar? Aucune. Moi j'utilise le A avec le C, mais certains d'entre vous en secondaire ont utilisé le A avec une barre. Personne n'a utilisé le A avec une barre? Si. Donc il y a des gens qui ont utilisé le A avec une barre. Si vous préférez le A bar, vous pouvez utiliser le A bar. Si vous avez utilisé autre chose, utilisez autre chose. Tant que vous savez de quoi vous parlez, moi ça me va. Ça va à tout le monde ceci? Donc c'est basique, mais c'est quand même c'est super utile. Les opérations ensemblistes,
Et en fait, on va déjà terminer le cours là-dessus. Les opérations ensemblistes ont des propriétés que vous connaissez. Commutativité, associativité, distributivité. La commutativité, c'est que A union B, c'est la même chose que B union A, A inter B, c'est la même chose que B inter A. L'associativité, c'est que, où que vous mettiez les parenthèses dans vos, dans vos unions, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez bouger vos parenthèses comme vous voulez. La distributivité est peut-être moins claire. C'est que l'intersection entre A et une union de B et de C, ben on peut distribuer le A dans le B et le C. Si vous ne le voyez pas, faites des petits dessins. Je ne vais pas faire ça maintenant, parce que je crois que pour beaucoup d'entre vous, c'est hyper clair. Donc A inter B union C, c'est comme A inter B union A inter C. Et inversement, A union B inter C, c'est A union B inter A union C. Une bonne façon de retenir ça, et ça, je crois que beaucoup d'entre vous ont déjà vu, c'est de retenir le truc que et, donc intersection, c'est comme fois, et ou, c'est-à-dire l'union, c'est comme plus. Et si vous avez ça, et égale fois et ou égale plus, ben vous savez manipuler facilement toutes ces opérations ensemblistes. Il n'y aura pas d'exercice sur les manipulations ensemblistes. Je suppose que vous savez déjà ceci. Ok ? Mais je vais utiliser ces manipulations comme si vous les maîtrisiez à fond. Alors, peut-être moins clair pour tout le monde, c'est le dernier qui est quand même extrêmement utile. C'est ce qu'on appelle les lois de Morgan, qui disent quoi ? Ben, qui disent, je vais le mettre en orange, celui-là, code orange, qui disent le complémentaire de l'union, c'est l'intersection des complémentaires, et le complémentaire d'une intersection, c'est l'union des complémentaires. Alors si vous faites un dessin, je ne vais pas le faire, mais si vous faites un dessin, vous verrez que c'est vrai, mais sinon, en français, ça marche aussi. Si le contraire de j'ai des bananes et des pommes, c'est pas j'ai pas de bananes et pas de pommes, c'est soit j'ai pas de bananes, soit j'ai pas de pommes. Le contraire de j'ai des bananes et des pommes, c'est j'ai pas de bananes ou j'ai pas de pommes. Donc le contraire, le complémentaire de A union B, c'est le complémentaire de A inter B, c'est le complémentaire de A inter B, c'est l'union des complémentaires de A et de B. Ça va tout le monde ? Je crois que je suis légalement obligé d'arrêter maintenant. Bon, c'est bien. Donc, vous, lundi, en fait, on ne se voit plus. Donc, bonne continuation. On interagit par chat et je suis disponible.